je sais, le percement de la Médina à l'époque de l'indépendance. Est-ce que tu as trouvé une nouvelle documentation par rapport à la documentation assez connue sur cette opération politique donc du début de l'indépendance? Bah, effectivement, oui, parce que moi, personnellement, quand je commençais à travailler là-dessus, je vous cache pas, bon, je me suis limité à quelques écrits qui ont déjà traité de la chose, mais l'un des objectifs était bien entendu de pousser un tout petit peu ce qui a été déjà écrit au sujet de cette percée-là, et ça a été trouvé essentiellement dans des archives des architectes qui ont participé à ce concours, notamment des architectes, bah, par exemple l'équipe Vagnetti, De Carlo et tout ça. Donc ces architectes italiens dont on n'a pas fouillé dans les archives déjà ont été mis à la disposition de certaines bibliothèques, comme la bibliothèque de Florence récemment. Donc voilà, ça n'a pas été fouillé. Et pour moi, donc, l'ajout, je dirais, c'était de regarder, en quelque sorte, les différentes propositions qui ont été données, ou plutôt proposées en guise de solution pour l'aménagement de Tunis, et de voir un petit peu comment est-ce que la Médina a été perçue à l'époque. Rappelons-le, nous sommes je dirais, au début des années 60, donc on a une perception assez particulière de la ville arabo-islamique, encore très peu connue par le public européen, qui la voit toujours comme une structure amplement, je dirais, influencée par les perceptions orientalistes de l'espace arabo-islamique. Et du coup, ça a influencé largement les réponses architecturales et urbaines de ces participants au concours. Ben, juste en tant que brièvement, oui, il y a de la documentation là, et je ne vous cache pas que je continue aussi à en trouver. Par rapport au terrain tunisien, malheureusement, ben, l'accès aux archives, même s'il est facilité parfois, mais quand même, il reste aussi pas mal de dossiers à fouiller davantage pour reconstituer ce puzzle-là. Donc, moi, je dirais tout simplement, c'est une histoire qui continue, quoi, qui est toujours à peaufiner davantage, à réécrire et à écrire. Voilà. Poser une question un peu générale à tout le groupe, là. Peut-être encore plus particulièrement à Madame Laila Ammar. Euh, en vous entendant et en voyant un tout petit peu cette notion d'hygiène qui a tendance à affecter toute une ville dès qu'on commence à parler, bien entendu, que ce soit de la modernisation, du réaménagement, etc., parce que bah, là, c'est une question omniprésente. Moi, je dirais, est-ce que la ville maghrébine, spécialement la Médina de Tunis, parce on a presque tous parlé de Tunis, est-ce qu'elle avait une certaine particularité face, ben, en termes de réponse, je dirais, aux problématiques d'hygiène, par rapport aux autres villes voisines, maghrébines, je dirais, ou encore par rapport aux villes européennes, parce que nous le savons très bien, depuis la période Beylica, il s'agissait tout simplement d'une importation d'un modèle étranger, de son application plus ou moins systématique, je dirais, à une structure sociale, architecturale et urbaine qui est très peu, je dirais, adaptée peut-être à recevoir, telle que par exemple l'implantation de la police urbaine, qui certainement a eu certaines répercussions socio-culturelles, je dirais, sur le comportement de la ville arabo-islamique. Donc, est-ce que la réponse dans la ville maghrébine était un peu particulière? Est-ce qu'elle s'est distinguée par certaines choses qui lui sont particulières? Bien, d'abord, l'idée d'avoir un modèle de l'administration coloniale ou du protectorat français qui s'applique comme ça en rasant tout n'est pas justifié. En tout cas, pas pour Tunis, qui n'a pas subi le même choc qu'Alger. La Casbah d'Alger a été cisaillée, la basse Casbah. La Médina de Tunis a été préservée. On a posé à côté, on a juxtaposé une ville européenne. Et puis, l'idée d'hygiène que l'on appelle en arabe an-navafa. An-navafa al-umumiyya. Ça se produit quand même 30 ans
avant l'arrivée du protectorat, avec l'institution du conseil municipal, qui est la première municipalité moderne, 2 ans avant Istanbul, dans le cadre des réformes médicales et des tanzimat. Donc, on ne peut pas dire qu'on est dans un concept de ville arabo-islamique. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, Tunis, El Hadira, c'est une ville avec 2 faubourgs qui a plein de problèmes, mais que les Français auraient pu décider de trouer et de percer comme ils ont troué, percé et démoli une grande partie de la ville ancienne d'Alger. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment. Je sais pas, mais moi personnellement, au niveau de mes recherches, par exemple, étant donné que j'ai un accent mis plutôt sur la question politique, je dirais qu'ils ne l'ont pas fait parce que tout simplement, et ça c'est clair d'ailleurs, lorsqu'on étudie en quelque sorte le passage de régime colonial au régime protecteur, c'est tout simplement une façon de remédier aux différentes, aux différents obstacles sociaux, économiques, etc., qui ont marqué la colonisation en Algérie et qu'il fallait absolument éviter en Tunisie, parce que tout simplement la colonisation algérienne débutant depuis 1830 a quand même coûté assez cher aux colonisateurs qui s'est rendu compte que toucher à la ville arabo-islamique ne peut que générer en quelque sorte des conflits qui finiront parfois dans des bains de sang. C'est aussi la chose qui a essayé que par exemple, quand on va clair dans la politique de résident général Léo Tey, dans son traitement, par exemple, par rapport à la ville marocaine, la ville arabo-islamique marocaine. Là, la ville, elle a été vraiment laissée intacte parce que, d'ailleurs, il y a un adage qu'il écrivait dans sa « Keep the Negro in his place », pour dire tout simplement, comme on dit chez nous, la kumdino kumaledini, c'était une espèce, c'était une leçon qui a été retenue, je dirais tout simplement, de l'expérience algérienne et qui se voulait le fait d'éviter toutes les affrontements avec la société indigène. Et dans un temps aussi que la colonisation voulait absolument nouer avec l'indigène parce que elle s'est rendue compte que pour prospérer, pour utiliser pour exploiter en quelque sorte, il faut absolument qu'on ne soit pas un conflit. Et ils se sont rendus compte que toucher à la Médina, c'est quasi c'est un danger. Ça ne peut que générer des conflits. C'est pour cette raison que pas mal de fois, moi personnellement, j'ai beaucoup lu vos écrits, par exemple, vos travaux sur le percement de la marque, le percement de la Hara. Pas de la Hara, des quartiers Babsouir à Halfawin par la société concessionnaire de la Marferrand-Durand. Oui. Ouais. Donc c'est une société aussi qui a beaucoup œuvré à Lyon, en France, et elle n'a fait qu'exporter en quelque sorte lorsqu'elle s'est proposée pour le percement de Babsouir, elle n'a fait qu'exporter en quelque sorte toute son expérience à Lyon, voulant l'implanter ou l'appliquer d'une manière tout à fait, je dirais, aveugle sur le tissu de la Médina. Et c'est, d'ailleurs vous le notez très bien au niveau de votre dossier, c'est un dossier qui a traîné pendant 2 ans, qui a fini par être abandonné pour plusieurs raisons, notamment pour liées à cette perception plutôt cette conscience qu'a eu le colonisateur de la réaction susceptible des indigènes face à de telles réactions. D'ailleurs, quand on lit aussi les mémoires, ou plutôt les écrits de Jules Ferry ou encore du cardinal Lavégerie, lorsqu'il vous dit tout simplement le protectorat n'était que tout simplement une façon de gouverner d'en haut sans vraiment entrer dans les détails et sans vraiment attiser la colère de l'indigène, on comprend en quelque sorte comment est-ce que, comment est-ce qu'il y a eu plutôt la logique de cette transition des méthodes et des modèles. En tout cas, nous avons la chance d'avoir une Médina entière et qui a résisté aux aléas de l'histoire Effectivement, oui. Certainement.
Euh, oui, la percée Bab Souiqa, Bab Bahar, ça s'est arrêté parce que la ville a dit ça ne m'intéresse pas aux concessionnaires, je ne veux pas faire appel avec vous, je ne veux pas faire affaire avec vous, je préfère dépenser cet argent dans le système d'assainissement et d'égout de la ville entière. Alors après, est-ce qu'il y a eu en dessous, ils se sont dit, oh là là, on va trouver dans le quartier juif et dans la Hara, la rue Sidi Mahrez, etc., ça va être catastrophique? Peut-être aussi. Mais enfin, l'argument qui a été avancé, c'était que les propositions des concessionnaires ne satisfaisaient pas la ville parce qu'ils lui laissaient la charge entière des charges d'expropriation, de la réfection et de la construction des nouvelles maisons. Voilà. Enfin, Oui, mais ça ouais. n'empêche que l'idée de percer la Médina, elle a continué à faire son chemin jusqu'aux années 30 et jusqu'à l'indépendance après. Mais ce qui est encore à souligner dans ce dossier précis de la percée de Bab Souiqa et Bab Har, c'était ben oui, c'est vrai, l'administration a trouvé que la proposition du concessionnaire n'était pas adaptée à l'assiette financière et tout ça. Mais en plus de ça, je pense que ce qu'il faut regarder là-dedans, c'est vraiment le cheminement des décisions, en effet, parce que les décisions ont commencé par écarter partiellement la percée, et celle qui a été gardée, c'est celle de Bab Har, effectivement, celle qui débouche sur Bab Souiqa, je pense. Pas Bab Souiqa, désolé, Bab Aliwa, l'actuel Bab Aliwa. Et dans le rapport d'ailleurs des ingénieurs, ils disaient tout simplement, on va oublier celle qui concernait le quartier d'ailleurs le plus censé, plutôt concerné par les mesures d'hygiène, c'est-à-dire Bab Souiqa. Et on va garder l'autre, hein, celle qui finit vers Bab Aliwa, parce que tout simplement, ça permet aux colonisateurs disons, d'avancer au niveau de son projet de colonisation. C'était écrit de cette manière-là. Et l'avancée dans le projet de colonisation, parce que tout simplement, c'est un lien avec l'intérieur du pays, avec les chemins de fer qui permettaient le ravitaillement, ou plutôt voilà, l'acheminement des cargaisons depuis l'intérieur du pays. Donc, il y avait derrière tout simplement une politique coloniale qui supposait une réussite de projet de colonisation, plus que la volonté vraiment d'assainir la Médina ou de traiter un quartier dont les conditions d'hygiène étaient vraiment délabrées. Je crois que là, il s'agit de la partie qui a été de Bab Souiqa, justement, parce qu'il y avait la création, entre autres, dans le projet, la place de Bab Souiqa. Et je me rappelle bien dans ce dossier volumineux aux Archives nationales que parmi les choses qui ont retenu, qui ont changé ou bien ont façonné la décision du conseil municipal, c'est des sommes avancées par justement la société qui allait faire le projet. Donc, le prix final avancé, il était tellement cher, vu qu'il y a des démolitions, il y a d'expropriation, l'indemnisation des gens. Alors, il y a d'ailleurs dans le dossier aux Archives nationales, donc plusieurs membres de conseil disaient, mais c'est absurde, pourquoi chercher à démolir et pourquoi chercher des mètres carrés aussi chers alors que on était en 85, alors qu'il y a toute une ville nouvelle, moderne, et ça coûtait beaucoup, beaucoup moins cher. Je pense à plusieurs reprises l'administration coloniale, sa préoccupation n'a jamais été pour préserver l'identité, mais c'était question de coût. C'est très important et c'est économique. Ils ne peuvent pas dépenser autant d'argent alors qu'il y a des terrains qui sont assignés dans la ville neuve qui coûtent beaucoup moins cher, il y a moins de contraintes, etc. Donc, la question de coût, ça ici, c'est très important parce que démolir, exproprier et reconstruire, ça coûte énormément cher dans la Médina. La question de coût, elle est très importante. Et j'aimerais bien revenir justement sur la remarque de Ned pour
pour les Médina et leur comportement par rapport justement à la colonisation, je pense que parmi les arguments, peut-être, c'est la temporalité. La temporalité, puisque la Médina d'Alger, comme disait tout à l'heure Madame Ammar, donc elle a été complètement, en grande partie rasée, donc parce qu'il s'agit d'un urbanisme militaire, parce qu'il s'agit d'une idée d'un département français, etc. Alors qu'il y a eu, entre autres, aussi des grandes dépenses pour ça, alors que nous, après 50 ans, 81, déjà, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, même politiquement. On ne voulait pas rentrer en conflit avec ce qu'ils appellent, eux, la population indigène, etc. Donc, c'était une solution donc, assez modérée, donc juxtaposer l'existant et profiter de la centralité existante, etc. Pour le Maroc, j'ai l'impression que ça coïncide aussi 1912 avec l'apparition des nouvelles théories de l'urbanisme. Et ce qui a été expérimenté en Maroc, il est complètement différent. Ça a été fait en Tunisie ou bien en Algérie. Là, et d'ailleurs, quand on consulte beaucoup de documents qui ont été faits sur la ville de Casa, etc., donc ça a été fait déjà par des urbanistes, hein, c'est pas des ingénieurs de l'administration. Et là, avec l'IoT, donc un résident général qui reste pratiquement 20 ans, je pense, ça c'était pas vraiment le cas avec la Tunisie où après 2-3 ans on change de résident général. Pour l'IoT, donc c'était un défi, c'était une expérimentation d'un certain mode, d'une expérimentation de théorie d'urbanisme qu'ils veulent expérimenter, peut-être reprendre ça pour aller donc, dans la métropole, etc. Donc, il y a eu Henri Prost qui a beaucoup construit, par la suite, Rochard, je pense. Donc, la temporalité, elle est pour beaucoup de choses, j'ai l'impression. Donc, parler d'une colonisation au début du 19e siècle, au même temps que les grands travaux de Paris, c'est pas du tout, à la fin du 19e, c'est pas du tout le début du 20e. Donc, la temporalité et même l'opinion publique et les visions politiques étaient pour quelque chose.